bienvenue chez Doctrine, on est très content de vous accueillir pour cette nouvelle édition du Meetup NLP Paris. Donc ce soir on aura trois intervenants, d'abord Hugo Vasselin et Benoît Dumonier de l'Artefact. Ensuite nous aurons Romain Gall d'Hyperlex et ensuite pour finir le Meetup, Grégory Châtel de Design-Break. Mais avant tout ça je vais laisser la parole à Grégoire Thomas qui travaille en marketing chez Doctrine pour vous présenter un peu ce qu'on fait chez Doctrine. Est-ce que vous m'entendez bien sans micro? Ouais, oui. C'est bon. On n'a pas besoin du micro. Allez, on n'a pas besoin du micro. En tout cas pour le moment. Donc, bienvenue chez Doctrine. Je crois qu'on vient de battre un record d'affluence dans cette salle. Je ne pensais pas qu'on pouvait mettre autant de monde. Donc moi je travaille au marketing, absolument pas data scientist. NLP pour moi c'est un terme que j'ai encore un peu de mal à comprendre. Mon métier c'est plutôt d'essayer de passer à la slide suivante. Même ça c'est compliqué. Non, mon métier c'est plutôt d'essayer d'expliquer à nos clients à quoi sert le NLP, comment est-ce qu'il est appliqué, comment est-ce qu'ils peuvent en bénéficier. Donc c'est juste 30 secondes pour peut-être vous expliquer ce qu'on fait chez Doctrine, ce qu'on vend. C'est, comme on peut le voir ici, une nouvelle expérience de recherche juridique. On va centraliser toute l'information juridique et, avec la technique, la rendre immédiatement pertinente et accessible pour les professionnels du droit. La conclusion pour Doctrine, plutôt pour nos clients, c'est vraiment mettre en perspective l'apport technologique pour un métier. C'est les quelques citations que vous pouvez voir à l'écran. Un gain de temps, un gain en compétitivité, un gain en pertinence, bref, la possibilité pour eux de mieux faire leur métier, de mieux défendre et conseiller leurs clients. Et je termine là-dessus parce que je sais que vous n'êtes pas venu pour ça, pour faire un petit message marketing. Doctrine grandit très très vite. On est passé de 2 à 70 collaborateurs en l'espace de 2 ans. On va doubler ça cette année. On recrute à tous les postes, que ce soit sales, CSM, marketing et engineering. A priori, personne dans la salle n'est intéressé par le marketing. Si vous connaissez quelqu'un qui surtout, n'hésitez pas à faire suivre l'information, les envoyer vers ce lien de recrutement. On accueille toutes les candidatures pertinentes. Voilà, merci beaucoup. Je vous demande d'accueillir les personnes d'Artefact qui vont vous présenter le sujet. C'est en français ou en anglais? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent pas français dans la salle? Allemand peut-être? Allemand? Does everyone speak French? Understand French? Ok. Très bien. Ok. Super, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être présents. Donc sans plus attendre, on va commencer par vous présenter d'abord qui on est. Donc moi c'est Hugo Vasselin, je suis data scientist chez Artefact depuis 1 an et demi. Et voilà, je suis le robot de la slide. Je suis Benoît Dumonier, je suis planeur stratégique au pôle créa d'Artefact. J'avance l'entreprise en même temps que Hugo. Et du coup, je suis la petite idée sur cette slide, puisque mon rôle, ça va être d'aider les créatifs à trouver les bonnes idées qui vont résonner avec les consommateurs de nos clients. Et donc du coup, un petit mot sur la boîte. Donc Artefact, c'est une agence de conseil qui est spécialisée en data marketing. Donc nous, notre rôle, en fait, c'est d'aider les entreprises, du coup, à tirer parti, en fait, des données qu'ils ont pour résoudre des problèmes, pour craquer des problèmes business et tirer de la valeur de leurs données. Et donc on est structuré en 4 pôles, créa, conseil, data, activation, donc ça c'est une agence média, et il y a un pôle recherche et développement. Mais on n'est pas vraiment divisé parce que nous on adore travailler en ce qu'on appelle les pizza teams, et donc du coup en fait on aime bien mêler tous les types de compétences dans des projets et pour craquer ensemble des problèmes. Et donc là en fait ce qu'on vous présente aujourd'hui c'est l'illustration parfaite de ce concept, de ce principe-là, c'est-à-dire que voilà, donc Benoît il vient de la créa, moi je viens de la data, et ensemble du coup on a essayé de repousser les limites du marketing. Voilà, c'est un peu prétentieux dit comme ça. Voilà, et donc aujourd'hui on va vous parler d'un projet qu'on a développé donc, pour une marque, pour un groupe hôtelier en fait, qui nous ont demandé en fait de faire une étude exploratoire du coup en fait pour les aider à redéfinir leur marque. Et donc pour ça, on a développé un outil en 1 semaine. L'idée c'était vraiment que ça soit à l'état de proof of concept et du coup c'est un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je sais pas
Et voilà, et oui, je tenais à m'excuser parce que ça va pas être hyper technique. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste appliqué un simple compteur de mots. Et en fait, l'idée de cette présentation, c'est aussi vous montrer comment, avec les techniques de NLP les plus basiques, on peut faire quand même, développer des idées qui ont une vraie valeur business. Voilà, donc désolé pour ça. Alors, du coup, effectivement, c'est une marque hôtelière qui nous a demandé de redéfinir sa plateforme de marque. Donc, qu'est-ce qu'une plateforme de marque pour ceux qui ne sont pas forcément créatifs ici? En fait, c'est la façon dont la marque va être perçue par les consommateurs. C'est-à-dire, ça va englober les valeurs, sa personnalité, sa vision, ce qu'elle communique aux gens. Et du coup, comme on travaillait pour un groupe hôtelier, on a voulu s'appuyer sur l'asset principal dans l'industrie hôtelière, c'est le programme de fidélité. C'est vraiment ce qui va définir une marque, c'est ce qui fait que les gens vont revenir, vont continuer à aller dans cet hôtel. Et pour ça, on voulait développer vraiment des liens forts avec l'utilisateur en donnant à ce programme de fidélité une véritable valeur émotionnelle, plus que des simples points et plus qu'une nuit gratuite toutes les 10 nuits passées. Et on ne savait pas trop comment y arriver. D'habitude, dans ce genre de travail, dans des agences créatives, on va faire un peu de recherche de tendance, quelques jolis moodboards, et au final, on va changer juste le logo, changer de couleur. On s'est dit qu'on voulait faire plus chez Artefact, donc on a demandé de l'aide. Nous, les créatifs, on a demandé à la data et surtout à nos équipes de data scientists. Parce qu'au final, une plateforme de marque, c'est avant tout un exercice de balance d'équilibre entre ce que la marque est aujourd'hui et ce qu'elle va être demain. La manière dont on veut qu'elle soit perçue demain, dans 10 ans, c'est des changements assez lourds à effectuer. Un changement de plateforme de marque, ça se fait pas toutes les 2 semaines, donc il fallait aussi s'assurer d'être le plus future-proof possible. Et cet équilibre, en fait, la data va nous aider à l'atteindre, puisqu'en fait, on va pouvoir récupérer tout ce qui se dit sur la marque en ligne aujourd'hui pour comprendre ce que les consommateurs en pensent, et en même temps enrichir ça de tout ce qui se dit sur le futur de la catégorie pour comprendre comment elle doit évoluer. Et donc dans le monde de l'hôtellerie, on va le voir, ça va être les reviews qui vont énormément nous aider, qui sont une mine d'or d'informations pour une marque. Alors, du coup, comment est-ce qu'on a construit le fameux brand builder? Donc c'est un process en 4 étapes. Donc dans un premier temps, on a récupéré la donnée, donc on a récupéré des commentaires clients, et on a récupéré aussi des rapports stratégiques sur le futur de l'hôtellerie, et on les a du coup pré-processés, etc. Ensuite on est allé, donc là c'est plutôt l'équipe de Benoît en fait qui a construit un corpus de valeurs, en fait, donc on va vous présenter ça, et en fait qui sont plus ou moins rattachés au milieu de l'hôtellerie. Donc ça peut être des valeurs comme welcomeness, le service, le statut, etc. Et l'idée ensuite, c'est qu'on a appliqué en fait juste un simple compteur. On a essayé de retrouver en fait ces valeurs, donc que ça soit dans les commentaires clients, donc dans les reviews, et dans les rapports stratégiques sur le futur de l'hôtellerie. Et ensuite, on a appliqué un poids. En fait, on a surpondéré en fait en fonction des grandes orientations stratégiques du groupe hôtelier dans les prochaines années à venir. Parce qu'en fait, ces commentaires clients, si vous voulez, on les a récupérés donc, via Google Places essentiellement, donc ça c'est l'API Google Maps. Et, oui, j'ai passé sur le start. Pardon. Voilà, donc ça c'est l'étape 1, vraiment comment est-ce qu'on a récupéré les données. Et voilà, l'idée c'est qu'on a récupéré, donc c'est un petit proof of concept, donc du coup on a récupéré que 51 000 commentaires clients donc via l'API Google Maps et Google Places, dans quand même 11 pays sur vraiment les 3 continents les plus importants pour le groupe hôtelier. Et l'idée c'est qu'à chaque fois on a récupéré, donc du coup en fait on a donc ce groupe hôtelier et qu'ensuite à des marques filles, et donc du coup on a récupéré pour toutes les différentes marques d'hôtellerie les différents commentaires clients. Et on a fait pareil sur les concurrents. Voilà. Donc ça c'est juste, bon désolé c'est un peu tronqué, mais en gros l'idée c'est juste d'aller récupérer sur Google Maps. Donc la première étape pour ça en fait c'est qu'on a fait une liste, en fait, donc j'ai récupéré sur Wikipédia en fait les listes du coup des plus grandes villes dans lesquelles, sur les pays qu'on ciblait, et ensuite pour interroger en fait l'API Google Maps il faut un XY, donc un coordonnée géographique, et donc du coup on a une première fonction en fait qui vient juste pour chaque ville donnée récupérer la latitude, la longitude. Ensuite la deuxième étape du coup, c'est là, ça va être du coup de faire la liste de tous les hôtels qu'on veut récupérer, et en fait on va rechercher ce qu'on appelle dans les places, donc ça c'est juste un concept de l'API Google Maps.
où en gros, en fait, chaque lieu, chaque point d'intérêt, etc., ça s'appelle une places, et une places a un places ID. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, on cherche pour une géolocalisation donnée, donc pour une ville donnée, dans un rayon de 50 km, du coup, chaque en fait, marque d'hôtel qu'on veut. Et donc, du coup, on récupère juste une liste d'ID. Et ensuite, la troisième étape, du coup, ça va être, du coup, de récupérer les commentaires clients pour tous ces ID. Et donc là, c'est un exemple de ce qu'on récupère. Donc, on a le pays, la ville, la marque, le nom de l'hôtel, bon, l'ID. On va avoir les notes globales qui ont été attribuées par les utilisateurs. Et ensuite, on a les commentaires clients. Donc là, nous, notre priorité, comme on n'avait qu'une semaine, et comme vous le savez, on essaie avant tout de privilégier le langage anglais parce que les librairies fonctionnent mieux. Tout ce qui est tokenisation, stemming, etc., ça fonctionne quand même mieux avec le langage anglais. Voilà, donc en priorité, on a essayé de récupérer des commentaires clients anglais, mais il y a certains cas, bon là on ne voit pas très bien, mais ici c'est la langue, ici on a un truc en allemand. Moi je ne parle pas allemand, mais voilà, enfin bref, et donc du coup on a retraduit dans ces cas-là ce genre de truc en anglais. Donc une fois qu'on avait toutes ces reviews, il a fallu définir ce qu'on voulait y trouver, ce qu'on allait chercher. Et donc plutôt que d'analyser tous les termes de la review, on a décidé d'avoir une approche un peu plus top-down en présélectionnant des valeurs qu'on allait trouver. Donc pour ça, on a pris la liste des 50 valeurs les plus universelles dans le monde. Donc la coolitude, la créativité, l'instantanéité, la justice, le leadership, l'apprentissage, etc. Et on a sélectionné les 15 valeurs qui avaient du sens pour un groupe hôtelier. Par exemple, la notion de justice, l'apprentissage a forcément moins de pertinence que le service, la sécurité, le statut, la confiance quand on se parle d'un groupe hôtelier. Évidemment, ces valeurs, c'est des notions très abstraites qui ne vont pas forcément être exprimées naturellement par un vacancier qui simplement note son hôtel. Donc un gros travail qui a été fait, ça a été de traduire ces valeurs abstraites dans des nuages sémantiques, c'est-à-dire toutes les occurrences de formulation qu'on peut utiliser pour définir une valeur dans une review. Donc par exemple ici, friendliness, on va avoir affable, affectionate, amiable, amicable, attentive, familiar, receptive, kind, smile, etc. Donc on avait à peu près une centaine de mots par valeur à aller chercher, à aller compter avec l'algorithme qui était... Voilà, donc ça c'est le pre-processing. Donc en gros, donc on a traduit, quand c'était pas le cas, enfin quand c'était pas en anglais, on l'a traduit. Donc ça, on a utilisé juste un wrapper de l'API Google Translate, du coup, qui est sur TextBlob. Ensuite, on a du coup fait les étapes vraiment basiques du coup de tokenisation. On a enlevé les caractères spéciaux, etc. Et on a ensuite fait du stemming plutôt que de l'alimentation pour des soucis de performance. Et ouais, pardon, au niveau de l'algorithme, du coup, il n'y a pas de surprise, c'est pas un réseau neuronal ni quoi que ce soit, des réseaux neuronaux, c'est juste un petit compteur de mots, tout con, où en fait, du coup, on a un dictionnaire avec la liste des macro-valeurs et des micro-valeurs, donc bien sûr, on applique le même pre-processing, donc le stemming aussi sur ce dictionnaire de valeurs, et l'idée, c'est qu'on va venir tout simplement compter, en fait, dans tous les commentaires clients, l'apparition, l'occurrence en fait de ces valeurs, et ça nous donne quelque chose comme ça après un peu de reformatting, où en gros on va avoir le nom du groupe hôtelier, le nom du pays, le nom de la gamme, est-ce que c'est plutôt luxe, etc., le nom de l'hôtel, de la mère, de la fille, plutôt, de la marque fille. Ensuite là on a toutes les valeurs, et ensuite on a, donc ça c'est le nombre de valeurs qu'on a récupéré, donc pour un hôtel donné. Ensuite, ici, c'est le nombre d'occurrences du coup de ces valeurs-là. Et ensuite, là, c'est juste un pourcentage du total. Voilà, et donc c'est ça que j'ai donné à Benoît. Et effectivement, on l'a mentionné un peu, c'était un très set tableau Excel qui nous a pas mal occupé. Mais donc, un des gros enjeux de ce travail, ça a été aussi justement de rendre ça viable sur le long terme. On ne voulait pas juste se satisfaire d'une instantanée de l'état de la marque à l'instant T. On voulait s'assurer que ça puisse être pérenne et que si on lançait le travail de refaire toute une plateforme de marque, ça puisse être valable dans 5-10 ans. Donc pour ça, un premier travail qu'on a fait, ça a été de s'intéresser au business de ce groupe et notamment de se rendre compte que près de la moitié des investissements en construction de nouvelles chambres d'hôtel allaient être faits en Asie dans les prochaines années. Donc ce qui veut dire qu'il va y avoir une évolution assez drastique de l'origine
des gens qui vont dans ces hôtels. Et c'est pour ça qu'on a surpondéré les valeurs venant des hôtels asiatiques pour représenter cette évolution à venir. Et s'assurer que notre valeur sera juste dans le futur. Et Hugo l'a mentionné, on a ensuite ajouté un petit peu d'intelligence au review avec un corpus de textes, de rapports de tendance par à la fois des experts de l'hospitalité, donc ça va être des anciens, des patrons de grands groupes hôteliers dans des conférences, des interviews, des gens d'Airbnb, des gens d'agents spécialisés dans l'hôtellerie, et des rapports de tendance plus classiques des cabinets de consulting tels que Deloitte, Xerfi, Oracle, McKinsey, etc. Et ces valeurs, on a appliqué le même algorithme, où on a simplement compté les occurrences de mention des valeurs, avec un léger ajustement des termes, avec des termes plus, on va dire, institutionnels dans le nuage sémantique par rapport à des mots plus de la vie courante qu'on allait chercher dans la review. Mais on a appliqué ce même truc pour pouvoir pondérer ensuite nos résultats avec une prévision du futur. Et voici le résultat. Donc le résultat, en fait, donc on a juste fait un petit tableau, et du coup avec une interface où du coup le client derrière il peut utiliser tous les filtres du coup donc que je vous ai présenté tout à l'heure, que ce soit par marque, par groupe, mais aussi par standing, etc. L'idée c'est qu'il peut avoir ici une vue, donc du coup sur chaque valeur, en fait, une vue de la perception de qu'en ont les utilisateurs aujourd'hui et demain. Et donc là, l'idée, c'est de voir un petit peu dans le futur sur quelle valeur va falloir insister quand on va construire la marque. Du coup, donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est du coup de regarder notre marque par rapport à celle des concurrents et de voir où est-ce qu'on se différencie. Donc on voit qu'on a effectivement ici des valeurs qui sont quand même assez universelles, on va dire, à tous les groupes hôteliers, qui sont chères du coup à tous les clients, et que là par contre, sur des notions de statut, donc est-ce qu'on est premium, etc., de localité, de créativité, c'est quand même des valeurs sur lesquelles on se distingue. Et il y a aussi fairness, donc ça c'est le fait que ça ne soit pas très cher, donc du coup il y a peut-être, s'ils veulent monter en gamme, peut-être un truc à faire de ce côté-là. Donc, à partir de ces résultats, on a dû effectuer un choix et sélectionner des valeurs. Donc on a d'abord séparé de 3 valeurs qui étaient assez micro pour la marque et qui n'étaient pas forcément propriétaires ni pérennes. On avait 4 valeurs, les 4 valeurs de tête qui n'étaient pas forcément pérennes ou propriétaires, mais qui sont tout simplement trop importantes pour les ignorer, qui sont dans les programmes de fidélité, il y a une notion de don et de dette, c'est-à-dire que la dette, c'est ce que les consommateurs vont attendre, et c'est pas ça qui va faire la différence, et c'est par le don, par la petite chose en plus que les autres marques n'ont pas qu'on va pouvoir se différencier. Donc ça en fait c'est du don, c'est-à-dire que dans la création du programme, il va absolument falloir avoir ces piliers, mais ça ne va pas être la base du storytelling du programme. Et justement, ce que je dis ici, on ne va pas pouvoir construire une narration de marque sur ces méga valeurs, mais par contre, on a réussi à trouver 3 candidats pour ce positionnement émotionnel, qui sont le statut, la localité et la créativité, qui sont à la fois pérennes et à la fois propriétaires, et qui vont permettre de nourrir un brief créatif pour développer un nouveau programme de fidélité, tant en tant que de storytelling, d'UX et de service. Alors, dans le travail, on a fait le choix de faire 3 scénarios, chacun concentré sur une des valeurs, puisque on considère qu'un programme sera beaucoup plus lisible s'il est restreint à une valeur, ça va être plus perceptible par le consommateur. Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait ici. Alors, encore une fois, on restait dans cette logique de proof of concept et de bêta, donc là c'était plus des intentions créatives pour montrer comment ces valeurs abstraites peuvent être transformées et traduites en un programme de fidélité avec une valeur forte perçue par le consommateur. Donc si on regarde le premier scénario qui est sur le statut, tout à fait, voilà, ça c'est l'exemple du moodboard qu'on a livré à notre créatif, avec cet enjeu de lui demander de trouver un service qui va permettre de rendre tangible cette notion de statut, d'offrir des services au consommateur qui va lui permettre de ressentir, de se sentir supérieur aux autres et de pouvoir le montrer. Donc, ce qui nous a donné, alors évidemment on a flouté le nom de la marque, on n'a pas d'en parler de tous ces petits carrés de Photoshop vides. Mais voilà, donc la marque on l'a appelée Amiral pour un côté un peu militaire, martial, très statutaire, des lauriers de prix, et en jouant sur l'idée de You're Welcome Anytime,
Voilà, vous êtes venu n'importe quand, vous êtes suffisamment important pour que vous puissiez venir quand vous voulez. Et on peut décliner sur des petits jeux créatifs tels que par exemple se dire que l'icône de l'app va évoluer en fonction du statut directement sur l'iPhone. On pourra, dès que quelqu'un jettera un œil par-dessus son épaule, voir qu'on est membre Platinum, plus diamant, super lune. Et avec des services pour les meilleurs clients, tels que par exemple une coque de téléphone avec un bouton intégré qui permet, en le pressant, d'avoir un concierge qui nous rappelle dans les 30 secondes pour réaliser nos moindres désirs. Là, c'est la piste statut. Donc on voit un peu comment on peut traduire une valeur très abstraite en différents petits services du X. Pour la localité, ici l'enjeu c'était vraiment de traduire cette notion un peu de secret, d'insider tips, de connaître les petits bons plans locaux que seuls les natifs connaissent. Et ce qu'on a essayé de traduire avec le club, avec cette notion d'appartenance, cette fois-ci welcome non plus anytime et anywhere, et adapté en fonction des différentes villes dans lesquelles la personne va terminer, le welcome in Paris, in Tunis, in Bangkok. En termes du X, on a imaginé un écran d'accueil de l'application, de chargement de l'application qui va proposer une citation un peu inspirationnelle d'un artiste du pays qui parle de la ville pour l'imprégner dans l'esprit de la ville et qui va déboucher sur une carte un peu tronquée qui serait du coup le cœur de l'expérience, la géolocalisation à chaque instant avec une représentation des différents services et avantages disponibles en fonction de son niveau, avec évidemment certains niveaux bloqués quand on n'est pas encore Platinum, et cette idée de d'appel, on peut être appelé par un local qui va nous donner ses meilleurs bons plans, là où acheter là où boire de la bière pas chère, ou quel spectacle voir pour être au top des tendances. Et enfin, le dernier, la créativité. Celui-ci était un peu plus difficile d'approche, parce que c'est sans doute la notion la plus abstraite, et évidemment, on s'est dit qu'on ne pouvait pas se contenter de simplement mettre des jolies peintures sur les murs. Donc on l'a plus analysé sous le plan de la surprise, de faire sortir les utilisateurs de leur zone de confort, de percer leur filter bubble et de leur offrir des expériences un peu inattendues. C'est pour ça qu'on l'a appelé Cheers, You're More Than Welcome, et qui se traduit par cette notion de surprise. Les programmes de fidélité sont souvent très attendus dans l'hôtellerie. Toutes les 10 nuits, on a une nuit gratuite. Ici, c'est pas le cas. L'idée, c'est que un certain nombre de points, ou même de façon presque aléatoire, ils aient une petite notification, leur propose de secouer leur téléphone et d'avoir une surprise qui serait évidemment personnalisée pour atteindre cet équilibre de à la fois les faire sortir de leur zone de confort tout en sans les effrayer trop. Donc voilà, ici on a des exemples en fonction des niveaux. Donc ça peut être un brunch offert dans un restaurant dans lequel ils ne seraient pas naturellement allés, mais qui se révélera être incroyable pour eux, ou bien même pour les plus statutaires. Voilà, par exemple, une location de voiture de luxe, un petit peu, qui fait rêver pour profiter un jour. Donc voilà, c'était les 3 scénarios qu'on a pu développer. Donc comme Hugo vous l'a dit, on n'a effectivement pas